Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Solène Feg, une femme inspirante, entrepreneur depuis 2018. Elle se lance d'abord dans le marketing de réseau, l'e-commerce et l'affiliation marketing qui va être le premier business model qui va la propulser vers le succès. Depuis 6 ans, elle voyage et elle explore différentes cultures. Elle a vécu 1 an en Australie, 2 ans à Montréal et son immersion en Amérique du Nord lui fait prendre conscience de ses capacités entrepreneuriales et elle finit par se lancer. À ce moment-là, elle travaille avec Christophe Wangen, un investisseur et entrepreneur américain, pour qui elle réussit à générer 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires en même pas 1 an et demi. Elle finit par se diriger vers le coaching et s'aligner à sa mission de vie. Aujourd'hui, elle coach des centaines de personnes grâce à des outils comme la PNL, la thérapie quantique ou la psychogénéalogie. Vous pourrez la retrouver sur Instagram ou sur TikTok. Son pseudo, c'est Solène Feg. Si l'épisode vous a plu, s'il a résonné avec vous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. On est très curieux de savoir ce qui vous a le plus marqué et ce qui a le plus résonné avec vous. Ok, Solène, je te remercie d'être sur le podcast. Je suis trop contente que tu aies accepté l'invitation et que tu sois là aujourd'hui. Ça fait un moment d'ailleurs que je regardais tes vidéos, qu'on se suit, qu'on discute. Et là, on s'est enfin rencontrés, c'est trop bien. C'est clair, trop cool. Merci à toi en tout cas pour ton invitation, je suis ravie. Avec plaisir. Et j'aimerais bien du coup qu'on commence le podcast en parlant un peu de ton parcours. Quand on te voit aujourd'hui, on se dit c'est quelqu'un qui a réussi, qui a accompli plein de choses. Et c'est hyper inspirant. Et du coup, ce que j'aimerais te demander, c'est au fur et à mesure de ton parcours, il y a des moments où ça a été peut-être un peu plus difficile que d'autres. Je sais que tu parlais des différents jobs que tu as fait. Tu es allé beaucoup à l'étranger. En Australie, je crois que tu faisais des jobs alimentaires où tu as fait même, je crois, des ménages. Enfin, tu faisais le ménage. Ouais. Et ça, c'est incroyable parce qu'on ne s'imagine pas que tu es passé par là aujourd'hui quand on te regarde. Comment tu as fait à ce moment-là pour te battre, pour aller au-dessus de l'incertitude, des doutes que tu pouvais avoir et puis croire en toi, en fait, à ce moment-là? Alors, c'est vrai que déjà, pour remettre un peu de contexte, quand je suis partie en Australie, moi, j'avais 21 ans, donc j'avais pas non plus la même maturité que, entre guillemets, j'ai maintenant, forcément. Et déjà, je suis partie pour, si je suis vraiment honnête avec moi, pour fuir quelque chose. Ah, c'est intéressant. Mais je l'étais pas à l'époque. À l'époque, c'était plus... je pars parce que j'en ai envie, j'en ai un petit peu marre. Enfin, il y avait une forme de fuite, mais là, c'était plus... avec beaucoup de recul, une fuite émotionnelle de par mon père qui m'avait laissé quelques années avant. Je pense que j'ai eu un trop-plein et quelque part, c'est aussi ce qui a fait que je me suis pas conditionnée, mais j'ai accepté beaucoup de choses que j'accepterai plus du tout maintenant, et notamment tous ces jobs où finalement je savais, je sais pas comment je le savais, mais je savais que c'était temporaire. C'est comme si au fond de moi, je savais qu'il fallait que je passe par là pour ensuite arriver à mes fins, mais sauf qu'à l'époque, à mes fins, je ne savais pas ce que c'était parce que j'avais pas forcément de grands projets entrepreneuriaux. Je voulais travailler pour moi, mais c'était très très flou parce que je touchais tellement à tout que c'est une époque où on se cherche beaucoup. J'avais terminé les études 3 ans avant, mais il faut dire que on n'est pas forcément très très bien guidé non plus. Donc bien sûr. C'est un peu illusoire de se dire à 18 ans, oui, ça y est, je sais ce que je veux faire. Moi, c'était pas le cas du tout. Donc, il a forcément fallu que je touche à pas mal de choses. Par contre, j'avais la certitude que j'allais travailler pour moi un jour. Je pensais que c'était plus dans la restauration, parce que j'ai aussi fait de la restauration. Vraiment, je touchais à tout pour découvrir un max. Et puis pour gagner de l'argent aussi, parce que j'en avais pas. Bien sûr, Donc, ça a été plus... je sais pas si je me suis vraiment convaincue. Je pense que je me suis vraiment laissée aller en fait dans le flow, j'ai envie de dire. J'étais 2, je voyageais avec ma meilleure amie aussi, donc ça a été aussi un pilier. Elle était un peu dans la même situation que moi, on venait beaucoup en miroir l'une de l'autre d'ailleurs. Et je pense que ce qui m'a aidée aussi, c'est ma persévérance, parce que même dans mes travails salariales, j'étais toujours archi motivée. En fait, j'étais toujours archi motivée. Alors peut-être pas toujours pour les bonnes raisons,
Mais moi, je voulais l'argent, mais je voulais l'argent pour ma liberté parce que je savais que ça allait me permettre de voyager par la suite et j'avais pas du tout mes parents pour le coup qui pouvaient m'aider. Donc en fait, je ne pouvais compter que sur moi. Je pense que c'est ce qui m'a motivée le plus de me dire dans tous les cas. Tu peux compter que sur t'es toi. toute seule, c'est ça. Donc il va falloir que tu te débrouilles. C'est incroyable. Et ouais, c'est ça. Mais en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve ça toujours intéressant de s'imaginer ce que la personne a traversé parce que tu vois, on peut voir quelqu'un sur les réseaux sociaux se dire waouh, cette personne elle a l'air tellement épanouie, elle a l'air sûre d'elle, tu vois, elle accomplit plein de choses, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à ce résultat, tu vois? Ouais, complètement. Et c'est les moments où tu vois, moi, je me suis beaucoup imaginée, je me suis dit, waouh, elle était en Australie, elle était allée au Canada aussi. Ouais, j'ai vécu 2 ans à Montréal aussi, ouais. T'as vécu à Montréal, t'as vécu plein de choses. Et dans ces moments-là, tu vois, je me dis, rien n'était garanti, mais t'as quand même eu cette certitude que t'allais un jour travailler pour toi-même. Ouais. Est-ce que tu dirais que c'était ton intuition? Est-ce que tu dirais que c'était une voix à l'intérieur de toi qui te disait, tu verras qu'un jour tout va bien se passer ou... Comment est-ce que tu définirais ça, ce sentiment de croire qu'en fait, tout va bien se passer, tu vas... Je pense que c'est une très bonne question. Et sincèrement, je pense que le fait que je sois loin de la France, c'est bizarre ce que je vais dire, mais m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire que, en fait, moi, je ne vivais qu'à travers le regard de l'autre. Et pendant longtemps, ça fait pas très longtemps que je me détache justement, où j'arrive à me détacher. Et le fait d'avoir été loin déjà pendant 1 an en Australie, quand bien même j'avais encore rien au niveau entrepreneurial, j'ai commencé un gros dev perso à 21 ans parce que ça a remis beaucoup de choses en question dans ma vie. Déjà le fait de se retrouver à 17 000 bornes de chez soi un petit peu seule, parce que j'ai eu des galères aussi, mine de rien. C'est vrai qu'on vend l'Australie comme un Eldorado, c'est super. Mais il peut arriver aussi pas mal de galères, ce qui a été mon cas, surtout que je parlais très 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 mal anglais. Donc... voilà. Et au Canada, il m'arrivait d'autres galères aussi. Mais le fait que je sois seule, je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que, comme je te disais, en France, je vivais à travers le regard de l'autre. Et à chaque fois que j'essayais de parler d'un projet, même un petit projet en soi, forcément, les gens projettent leurs peurs, projettent leurs insécurités, leur échec, j'ai même envie de dire, c'est vrai, même si ça part pas d'une mauvaise intention. Exactement. Moi, entre guillemets, j'avais pas ce filtre-là de me dire oui, mais c'est pas méchant, etc. Et je prenais tout pour moi et je prenais tout pour acquis, surtout. Je me disais oui, certainement, elle a certainement raison. Donc au final, peut-être qu'il vaut mieux que j'attende ou peut-être qu'il vaut mieux que je tente pas ou mais c'est pas fait pour toi, ça, Solène. Tu vois, typiquement, comme si la personne savait mieux que toi ce qui était fait pour toi, tu vois. Et moi, je remettais complètement mon pouvoir dans les mains des gens, comme si ils me connaissaient mieux que moi. Et ce qui fait que je pense que je me suis aussi beaucoup bridée. Alors, l'étranger m'a beaucoup aidée. Et Montréal, vu que je suis restée 2 ans, alors à l'époque, j'étais avec mon ex-compagnon, mais qui me drivait aussi dans ce sens-là. Et je pense que ça m'a beaucoup... j'étais un peu une solopreneur. Et finalement, c'est ce qui a fait ma force. Je pense qu'on ne peut pas rester comme ça éternellement. Au bout d'un moment, j'ai eu besoin de me lier aussi à une communauté d'entrepreneurs. Mais en tout cas, pour démarrer, je pense que me mettre dans ma bulle, c'est ce qui m'a aidée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et c'est intéressant ce que tu as dit au début sur le fait que tu es partie au début pour les... Enfin, tu disais que c'était peut-être pas forcément pour les bonnes raisons que tu fuyais un peu quelque chose. Comment est-ce que tu as pris conscience qu'en fait, à ce moment-là, tu fuyais quelque chose? Parce que je trouve que c'est assez difficile de prendre ce recul et se dire pourquoi est-ce que j'ai fait ça à ce moment-là, tu vois. On essaye beaucoup de se convaincre nous-mêmes qu'on a de bonnes raisons de faire certaines choses et on se remet rarement en question en se disant quelles sont vraiment mes intentions dans ce que j'ai fait à ce moment-là. Comment est-ce que toi, tu as réussi à prendre le recul et te dire à ce moment-là, je suis partie pour fuir quelque chose plutôt que... Sincèrement, ça fait pas longtemps déjà que je m'en suis rendu compte. Je pense que j'ai commencé à vraiment me rendre compte que c'était une fuite en 2020-2021. En étant vraiment honnête avec moi-même, parce que jusqu'à présent, quand je racontais mon voyage ou mon départ en Australie, je mettais ça sur le dos d'un besoin de liberté. En fait. Je disais non, mais moi j'avais trop envie d'être libre, je suis une rebelle de la société, j'avais trop envie de voyager, etc. Et
c'est pas tout à fait faux. C'est sûr qu'à 21 ans, j'avais vraiment besoin de voir le monde, j'avais vraiment besoin de découvrir d'autres cultures. J'ai toujours été attirée par l'étranger. Mais il y a eu aussi, en étant hyper honnête avec moi-même, mais ça m'a demandé de mettre mon ego de côté, ce truc de je fuis aussi mon père, et j'avais aussi envie de comme faire parler de moi. Étant donné que j'étais plus en contact avec mon père à ce moment-là, tous les moyens étaient bons pour que ça puisse remonter à ses oreilles et de se dire, tu sais, elle est partie en Australie, toute seule. Donc du coup, je m'en suis vraiment rendu compte en 2020-2021 en me replongeant un peu dans cette époque-là. Et je me suis dit, mais au final, oui, je suis partie pour découvrir, mais il y a eu une grosse part de moi où j'en avais aussi ras-le-bol et je voulais juste me faire remarquer, en fait. Je voulais juste que ça arrive à ses oreilles et qu'ils se disent « Ah oui, elle est quand même partie à l'autre bout du monde. » Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Faire écho, en fait, à tout ça. Mais ça demande quand même pas mal d'honnêteté. Mais oui, c'est ça. J'avais du mal à me l'avouer au début. Parce qu'au début, je me disais « Oh, mais non, je m'en fous. C'est pas pour lui que j'ai fait ça. » Parce qu'on me l'avait déjà sous-entendu, en plus. C'est ça vrai le pire. Ouais. Des proches à moi, ils m'avaient dit « Mais t'es sûre que t'as pas fait ça un peu pour attirer l'attention ?» Oui, c'est ça. Mais j'étais pas assez honnête avec moi-même pour dire si. Moi, franchement, au contraire, j'étais tellement sur la défensive et c'était tellement un sujet dont j'avais pas envie de parler, dont j'étais pas prête non plus, qu'à chaque fois, je balayais, en fait. Je disais non, mais pas du tout. Rien à voir avec ça. Et je me renfermais. Je vois tellement ce que tu veux dire, mais vraiment, et je trouve ça impressionnant qu'aujourd'hui, tu vois, t'arrives à parler de ça et à être honnête là-dessus, parce que je trouve que c'est super difficile déjà de le reconnaître envers soi-même et de se dire, en fait, là, j'ai fait ça, ma motivation, mon intention, c'était peut-être autre chose. Et ça vient appuyer des blessures, des traumas qu'on a ressentis qui sont super difficiles à conscientiser. Et le fait de se le dire déjà dans un premier temps à soi-même et ensuite d'en parler, je trouve que c'est super courageux. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'est pas honnête envers nous-mêmes ? Je te pose la question parce que je sais que moi-même, j'ai du mal parfois, encore aujourd'hui, à être honnête envers moi-même sur des choses que je ressens, que ce soit des blessures par rapport à ma famille, des choses que j'essaye aussi. Je suis parfois dans le déni aussi, tu vois, je le vois bien. Et je me demande pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être honnête envers soi-même sur ce genre de choses, à ton avis ? Je pense parce qu'on a peur, dans le sens où, moi ça m'arrive encore, hein, mais je me pose toujours la question quand il y a quelque chose comme ça qui vient me réveiller. Et tu vois, moi en l'occurrence, ce sujet-là venait me réveiller. Dès qu'on m'en parlait, j'étais sur la défensive. T'étais déclenchée. Complètement. C'est parce que ça cachait une peur. En fait, je voulais pas voir ce qu'il y avait derrière. Je voulais pas non plus pardonner, puisque pour moi, pardonner, c'était tout accepter. En fait, il y avait tout cet écosystème, j'ai envie de dire, derrière, que j'avais pas envie d'ouvrir cette porte-là. Ouais, je comprends. Donc c'était une grande peur. Je pense qu'en général, quand on a du mal justement à être honnête envers soi-même et vraiment être objectif, ça cache en fait des tellement peurs. Grosses insécurités qu'on veut pas. On préfère rester dans notre zone en se disant non, mais c'est mieux parfois d'être dans le déni. Ouais, parce que ça nous évite aussi de nous confronter à cette souffrance. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a peur parfois de se mettre face à toute cette souffrance qu'on ressentirait si on se mettait... Mais justement, à ton avis, qu'est-ce qui se passe ? Toi, par exemple, avec ton expérience, qu'est-ce qui se passe quand t'as le courage d'être honnête sur tes blessures, sur ce qui te fait mal, sur qu'est-ce qui t'a drivé ? Parce que c'est vrai que parfois, on est drivé par des choses, on veut pas se l'avouer et on se dit que non... par exemple, je vais partir en voyage au bout du monde, mais c'est pour moi. Qu'est-ce qui fait que... Enfin, quel est l'effet que ça a eu sur toi d'être honnête envers toi-même ? Est-ce que ça t'a libéré ? Est-ce que ça t'a... Oui, franchement, oui. Alors, sur le moment, pas forcément, parce que je trouve que ça fait énormément sortir de cette fameuse zone de confort que je trouve d'ailleurs très inconfortable. c'est bien dit, ça, c'est vrai. Je trouve qu'elle n'est pas confortable du tout. C'est juste, c'est une zone... En fait, moi, je l'appelle la zone connue, parce que c'est tout ce qu'on connaît. C'est mieux dit, ouais. Mais au final, on n'est pas vraiment confortable là-dedans. Ouais. Donc, je pense que... Au départ, c'est difficile justement parce que on n'a pas envie de sortir de tout ce qu'on connaît parce que ça nous demande d'aller dans l'inconnu. Mais au final, il y a une forme de fierté. En tout cas, moi, c'est toujours ce que je ressens. J'ai toujours peur, mais c'est comme une bonne adrénaline, tu vois, où je me dis...
ok, bon là, il y a quelque chose que tu n'as pas envie d'aller voir, Ouais, mais il va falloir y aller parce que sinon c'est décaler un problème finalement. totalement. Et c'est ce que j'ai fait à peu près toute ma vie. Mm. Donc, puis on sait que sur le long terme, ça n'apporte rien parce que C'est plus vrai. on décale, plus on accumule aussi entre-temps. Hein, on grandit, C'est vrai. on mature, j'ai envie de dire. Mm. Et après, au final, on se sent fier. En tout cas, moi, c'est un peu la sensation que j'ai maintenant. Dès que vraiment je me pose sur un problème et que je me dis, ok, ça vient de déclencher, mais il faut y aller. Mm. Après, je me dis, ok, je suis contente parce que là, j'ai pu être honnête envers moi-même et finalement envers les autres aussi, parce que Ouais. quand on l'est envers nous, bah, ça a plus d'impact que ce qu'on pense. En Ouais, tout c'est cas, vrai. moi, c'est toujours ce que j'ai remarqué. Ça n'avait pas que d'impact sur ma vie, finalement, ça a aussi de l'impact sur l'extérieur. D'une façon ou d'une autre, ça va agir sur l'autre. Donc, C'est vrai. Ça inspire aussi les autres. ouais, Quand c'est vrai. quand tu as le courage d'être vulnérable, tu t'inspires les autres aussi à l'être C'est vrai. et à se rendre compte qu'en fait, il n'y a aucune honte à avoir. Parce qu'il y a souvent tellement de honte à être Ouais, vulnérable, à tellement. dire. Et moi, je trouve que t'es vraiment super inspirante là-dedans parce que quand je vois, même sur tes réseaux, tu partages beaucoup de ressentis que t'as, de choses dont on n'a pas du tout tendance à parler, qu'on a tendance à cacher, tu vois. Et je trouve que c'est super de le faire parce que ça donne l'autorisation à d'autres personnes de se dire, bah en fait, c'est ok que moi aussi je ressente ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. On se déculpabilise. Bah écoute, je suis contente de t'entendre dire ça. C'est vrai que, bon, après, bon, la période fait que Oui, je bah suis oui. enceinte, donc c'est Ouais. vrai qu'on dit que la femme enceinte a une parole un peu plus libérée. Je pense Ouais. que c'est vrai. Ouais, tu dirais que c'est vrai. Ouais, franchement, ouais. Je pense que j'ose plus dire les choses, mais c'est bien parce que du coup, ça m'apprend davantage aussi à poser mes Totalement. limites. Ouais. Et je suis assez d'accord. En fait, ce qui est très paradoxal, c'est que pendant des années, je me suis mais vraiment pas autorisé ma vulnérabilité. Je pense comme beaucoup, et davantage dans cette société, parce qu'on est une société très très yang, tu vois, donc C'est vrai. vraiment très masculine. Même nous, en tant que femmes, on entreprend l'entrepreneuriat. En fait, l'énergie de l'entrepreneuriat, c'est une énergie qui est très masculine de C'est base. vrai. Donc, pour une femme, mais même pour les hommes, hein, finalement, parce que le yin, le féminin, n'est pas forcément associé qu'aux femmes, mais c'est l'énergie féminine. Et on a besoin. Et on a besoin aussi dans nos parcours de vie pro et perso d'intégrer cette vulnérabilité et de le voir comme une normalité aussi. C'est vrai. Et c'est aussi pour ça que, bah, surtout en ce moment et ces derniers mois, j'ai un peu libéré ma parole par rapport à ça parce que, en fait, je vivais des choses et je me suis dit, je suis certaine que je suis pas la seule à C'est les vrai. vivre. Et j'ai toujours cette posture, et j'ai toujours voulu aussi donner cette posture de femme, yang, entrepreneur et tout, mais rarement en montrant finalement l'autre côté de l'iceberg, où ben oui, il y a une sensibilité, je suis aussi vulnérable, moi aussi ça m'arrive de pleurer le soir dans mon lit ou de pas comprendre certaines situations, ou voilà, il n'y a pas que cette partie où on réussit, toute cette partie un peu qu'on voit finalement sur les réseaux sociaux. Bah, je voulais aussi montrer une autre partie sans forcément être dans la culpabilité ou faire culpabiliser les autres, hein, mais juste de dire ça existe aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, en tout cas, je suis contente si ça peut résonner avec d'autres personnes. Moi, ça m'a libérée parce que justement, je me suis dit, je montre une autre facette de moi. Parce que j'avais l'impression de ne pas tout à fait montrer non plus tout ce que j'étais vraiment, tu authentiquement, vois. Même si ça reste quand même extrêmement difficile sur les réseaux de vraiment montrer qui on est par rapport à dans la vie. Mais d'avoir toujours tenu, vu que ça fait 4 ans maintenant que j'entreprends, cette image vraiment de Soso, c'est une femme forte, elle réussit, surtout baignée dans un milieu d'hommes. J'ai fait beaucoup de mastermind où il n'y avait que des hommes. Enfin, vraiment, je trouvais que ça donnait un peu une image un peu fausse, dans le sens où oui, certes, mais ça me détachait un peu de mon féminin. Puis en ce moment, j'y suis pleinement connectée, j'ai pas le choix non plus. Donc je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a permis de me reconnecter à ça aussi, quoi. Ouais. Mais juste, toi, tu penses que c'est lié à quoi le fait d'avoir un peu cette... je vais pas dire une carapace, mais d'être vraiment focalisé sur son énergie masculine quand on est une femme? Moi, j'ai l'impression de mon analyse, parce que je sais que c'est quelque chose sur lequel je me reconnais beaucoup, c'est un petit peu pour moi un mécanisme un peu de protection. En tout cas, c'est quelque chose qui m'a permis pendant longtemps d'être un peu en mode survie, tu vois, un peu en mode c'est moi qui gère, c'est moi qui entreprends, qui prend les devants, etc. Est-ce que tu es d'accord? Tu penses que c'est un mécanisme de protection d'être vraiment beaucoup plus connecté à son énergie masculine que... Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. Moi, je sais que dans mon expérience, je suis aussi quelqu'un qui, encore une fois, si je suis honnête avec moi-même, qui a beaucoup de choses à prouver. Et notamment aux hommes.
Et bon, d'ailleurs, ça, c'est quelque chose, bon, en travail personnel que j'ai fait pas mal. Ça remonte à la source, à mon père. J'ai tellement eu de choses à lui prouver, même quand j'étais plus jeune. Ça n'allait jamais. J'étais jamais assez. Et du coup, je pense que j'ai continué à voir l'homme et l'énergie masculine comme quelque chose que je devais pas satisfaire, mais où j'étais jamais assez bien, où il fallait toujours que je me mette sur le même... Ouais, je vois très bien. Tu vois, sur le même pied d'égalité. Alors que pourtant, je suis pas une grosse féministe pour autant. Mais ce que je veux dire, c'est que ouais, ça a été vraiment un moyen de survie et de prouver aussi. Tu vois, vraiment, je me revois à mes tout premiers séminaires, mais justement quand j'étais à Montréal. On devait être peut-être, je sais pas, 10-20% de femmes dans la salle. Et en plus, j'ai très vite décollé, moi, dans ce monde-là. Après, j'ai eu mes échecs, etc. Bon, ça, c'est normal, je pense, dans un parcours entrepreneurial. Bah, oui. Mais vu qu'au début, j'ai vite été, entre guillemets, sur mon petit sommet, j'étais super fière de ça et j'en jouais beaucoup dans le sens où on prenait pas non plus au sérieux. Donc du coup, puis avec le physique que j'ai, tu vois, souvent c'était non mais qu'est-ce qu'elle vient faire ici T'as reçu des remarques comme ça Ouais, énormément. En fait, j'entendais. Alors, je le recevais jamais directement, mais je l'entendais. Ça m'est arrivé à un moment donné de monter sur scène, d'entendre des chuchotements, genre mais c'est qui cette Barbie? En plus, à l'époque, j'étais blonde. C'est vrai. Donc, je nourrissais complètement ce cliché-là. Fantasme un peu de la femme. Complètement, tu vois. Et du coup, j'étais là, waouh. Et je me suis toujours jouée d'ailleurs de cette image-là, même si maintenant je suis plus blonde, mais je nourrissais complètement ça. Et ce qui fait que j'avais encore 2 fois plus à prouver, parce que je me disais que ta parole soit impeccable, quoi. Parce que sinon, on va pas te louper, quoi. C'est fou quand même d'avoir cette pression et de se dire... que si t'es une femme, je veux dire, t'es une très belle femme, forcément les gens vont... Je trouve ça incroyable de se dire qu'on est dans une société où on va te décrédibiliser, mais direct, et que tu vas avoir vraiment tellement de choses, beaucoup plus à prouver que un homme qui peut... Tu vois, une femme très féminine, elle va tout de suite être vraiment mise dans cette case... Complètement. On va beaucoup plus écouter les mots que tu vas employer, etc. Et j'ai envie de dire, on va pas te louper, quoi. Et moi, c'est un petit peu, c'est la pression que je me mettais aussi toute seule, tu vois, mais que la société te met aussi, dans le sens où t'es une femme, accroche-toi. T'as intérêt à être parfaite. Déjà accroche-toi bien, parce que là, il y a plein d'hommes et ils vont pas te louper, tu vois. Donc, bon, j'ai aussi été très bien entourée. J'ai rencontré des hommes merveilleux dans ce milieu-là. Mais j'ai aussi rencontré beaucoup de requins qui, au moindre mot, peuvent t'attaquer et ne te prennent pas du tout au sérieux. Ou parfois, n'écoutent même pas. En fait, juste, t'es là, t'es sur scène. Un physique leur suffit. Et, c'est dingue. Ils ont pas envie, en fait, d'écouter. Et puis... Bon, quelque part, c'est que ça vient aussi réveiller des choses chez eux, hein, parce que... c'est très vrai, ça. Tu vois, forcément, s'ils voient une femme comme ça, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'aller voir, d'aller vraiment écouter ce que tu as à dire, parce qu'il y a une part de vrai, je sais pas, tu vois, c'est pas moi de faire le travail pour eux, mais ouais, c'est vrai que c'est un monde qui est pas facile, je trouve. Même si ça se démocratise quand même, hein, on voit de plus en plus de femmes entrepreneurs et de femmes qui montent des communautés de femmes pour qu'elles entreprennent, donc je trouve ça chouette. Tant mieux, j'ai envie de dire, ça tend à changer. Mais... c'est pas évident de... D'ailleurs, c'est venu me réveiller pas mal, puisque moi, je suis associée à Chris, du coup, mon conjoint. On est ensemble dans la vie, mais on est aussi associés. Et l'association avec un homme n'est pas facile non plus, je trouve. Alors, rien à voir avec lui, hein, pour le coup, c'est pas vraiment sa faute ou quoi que ce soit, mais... Je sais pas, là, je trouve que dans les rendez-vous professionnels, tu vois, qu'on peut avoir ensemble... Est-ce que tu vois une différence dans la façon dont les gens vous traitent Ouais, pas tous, ça serait mentir, mais tu vois, par exemple, quand on était sur Bali, qu'on devait rencontrer des collaborateurs, etc., dans un premier temps, les personnes s'adressaient qu'à Chris. Ah, c'est dingue. Tu vois, alors que, en plus, ce qui était drôle et paradoxal, c'est que c'était des rendez-vous pour du marketing, etc. En l'occurrence, moi, c'est moi qui gère toute cette partie-là dans notre association. Et la personne ne s'adressait qu'à Chris. On était sur une table, c'était Chris. Il ne te regardait pas Non, et Chris me renvoyait la balle dans le sens, non, mais... Il essayait de... Ouais, c'est ça, il était un peu au milieu dans le sens, non, mais c'est Soso, ça c'est plus sa partie, moi je comprends pas trop, etc. Donc c'était assez drôle parce que... moi, ça m'a fait remettre beaucoup en question. En plus, c'était là, il n'y a pas très longtemps, pendant cette grossesse. Donc, tu vois, ça a encore plus travaillé, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, waouh, je suis en train de revivre un schéma que je revivais à mes débuts d'entrepreneuriat il y a 3-4 ans quand j'étais là en force. Après, ça m'était passé. Et là, je le revis. Et vu que c'est la première fois aussi que je suis associée à un homme, j'ai toujours été toute seule ou associée à une femme. C'est challengeant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Aujourd'hui, comment tu le vis, justement, ces moments-là où tu peux être...
parce que moi, je me mets à ta place, je me dis que ça me déclencherait, je pense que ça me dérangerait à un certain niveau. Je me dirais... en fait, c'est du manque de respect déjà pour commencer quand quelqu'un ne te reconnaît pas, ne te regarde pas dans les yeux, n'interagit pas avec toi alors que bah, tu es devant cette personne, vous avez un rendez-vous professionnel. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour gérer ça? Est-ce que tu sens que tu trouves ta place de femme entrepreneur aujourd'hui? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est encore un challenge Je pense que c'est encore un challenge. Alors, ça va quand même mieux parce que je me souviens que du coup, on en avait parlé, quand bien même ça ne regardait pas Chris directement, mais j'avais dû justement lui dire, écoute, moi, là, ce rendez-vous, il m'a un peu chamboulée et un peu énervée en fait. Après, c'est venu toucher mon ego. Hein. C'est venu toucher mon ego de femme où je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être la pièce rapportée. En fait, que c'est le business de Chris et que moi, je suis la pièce rapportée qu'on a été chercher, qui profite un petit peu. Et du coup, waouh, c'est venu vraiment me déclencher parce que ce qui est drôle, et c'est ce qu'on en parlait avec Chris, en plus, c'est un peu le contraire dans notre histoire. C'est-à-dire que c'est Chris qui a commencé avec moi, mais moi, ça faisait déjà 4 ans que je faisais ça, tu vois. Ouais. Donc, du coup, c'est hyper paradoxal. Et je me disais, waouh, mais là, enfin... Et à la fois, si je me sens déclenchée par ça, c'est aussi de ma faute. Enfin, pas de ma faute, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose que moi-même, du coup, j'accepte pas. Et je pense que, au-delà du fait que cette personne ne m'a pas considérée pendant ce rendez-vous, hein, clairement, ou très, très peu, parce qu'après, Chris faisait quand même le renvoi de balle, je pense que c'est encore moi... qui est peut-être pas encore assez d'estime de moi-même. Je dirais pas de confiance, mais c'est vraiment plus... Je trouve que ça touche vraiment plus à l'estime. L'estime en tant que femme entrepreneur. Ouais. Sinon, je serais peut-être pas autant réveillée par ça non plus. Sinon, peut-être que j'aurais même peut-être pas fait attention ou ça m'aurait pas forcément marqué. Et là, c'est ce que j'ai dit à Chris. Je pense que en fait, je me reconnais peut-être pas encore moi-même là-dedans. Donc forcément, comment veux-tu que les autres, et surtout les hommes, pour le coup, me reconnaissent pleinement dans ce statut, dans cette posture-là, puisque moi-même... Tu te sens... t'es peut-être pas encore totalement... Tu te sens peut-être pas encore totalement légitime? Ouais, peut-être. En fait, c'est très paradoxal, parce que justement, j'ai essayé d'aller vraiment en profondeur et de me dire, attends, mais c'est bizarre, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai fait mes preuves, qu'est-ce qui bloque, en fait? Et même encore maintenant, je suis en train d'encore essayer de mettre le doigt dessus, mais je pense pas que j'ai complètement... C'est normal. Moi, je pense que je chemine encore là-dedans. Tu vas me poser encore des questions. On en parlait encore il y a pas longtemps, à me dire, ça vient moins me déclencher, parce que forcément, on est moins amené aussi à avoir des rendez-vous avec des collaborateurs, mais j'y pense et je me dis, mais je me donne peut-être pas l'estime que je devrais avoir. Et finalement, dans pas mal de domaines de ma vie, c'est encore le cas. Donc, je pense que... ça doit encore y jouer, et ça se ressent. Non, mais je trouve ça vraiment... je tiens à te saluer pour ça, parce que je trouve que c'est fort de ramener la responsabilité à soi. Parce qu'on a tendance, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, je sais que c'était mon ego de femme qui était déclenché. Et en même temps, tu laisses pas ton ego prendre le dessus sur toi, parce que l'ego, ce qu'il a tendance à faire, c'est nous ramener dans une posture de victimisation. Complètement. Alors que là, non, tu reprends le pouvoir en disant, en fait, ça vient certainement de quelque chose que j'ai pas totalement réglé. C'est ça. Et ça, c'est très fort, parce qu'on peut très vite remettre la faute sur les autres, se dire, non, mais c'est cette personne qui m'a fait... Alors, on remet pas en cause le fait que c'était du manque de respect. Mais je veux dire, je trouve que c'est une bonne habitude à prendre, de se dire... Là, je suis déclenchée émotionnellement, j'ai été trigger par quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que ça vient me révéler, tu vois ? Exactement, ouais. Mais en fait, justement, c'est quelque chose que je faisais pas du tout avant. Et je pense que c'est important, justement, de reprendre cette responsabilité-là, parce que, certes, il a agi comme ça, mais je considère que tout est un miroir. Ouais. Tu vois, donc s'il a agi comme ça, c'est forcément que je devais lui renvoyer ça énergétiquement. Je saurais pas trop dire, tu vois, mais en tout cas, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi, tu vois, qui le renvoyait fortement pour qu'il agisse de cette manière-là. Donc, et ouais, je pense que c'est important. Plutôt que, comme tu dis, l'ego, il veut nous protéger. Hein, donc, bien sûr, il veut nous mettre... c'est plus facile d'être dans le schéma victime-bourreau et de se dire, c'était mon bourreau. Exactement, voilà. exactement. C'était pas vraiment ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, pour la question de légitimité, ça résonne beaucoup avec moi, parce que j'ai encore, tu vois, même aujourd'hui, j'ai encore du mal à me sentir totalement légitime, à me dire... Alors, tu vois, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur. Je sais pas si on peut vraiment le définir comme ça, mais je me demande si c'est lié au fait qu'on soit des femmes, ou si c'est... Est-ce qu'un homme va se sentir
plus légitime naturellement qu'une femme à entreprendre, à prendre la parole, à prendre de l'espace, à prendre de la place, tu vois. Qu'une femme, je me pose beaucoup cette question parce que je me suis jamais dit en grandissant les hommes sont plus à l'aise que les femmes. J'ai jamais eu vraiment cette réflexion. Mais récemment, tu vois, je prends conscience que un homme, un garçon, quand il est plus jeune, il va peut-être faire des choses, jouer, tomber, se ridiculiser devant les autres, prendre la place, crier, faire des choses qu'en tant que fille, on va peut-être pas faire, tu vois. Et je pense que ça nous conditionne un peu en grandissant à tellement de niveaux à nous dire que on doit pas prendre trop de place, tu vois. C'est vrai. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses C'est vrai que j'avais jamais vu les choses comme ça, c'est hyper intéressant d'avoir poussé la réflexion dans ce sens-là, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question d'un petit garçon, comment il agissait finalement et comment ça pouvait découler par la suite, et notamment dans un parcours entrepreneurial. Et finalement, je suis plutôt d'accord avec ça. Enfin, je pense... Alors, bien sûr, ça serait difficile de faire des généralités. Enfin, voilà, on est obligé de faire une généralité, mais on ne peut pas faire de cas par cas. Mais je pense que oui, en tant que femme... en fait, comme je te disais, bon là, je parle un petit peu énergétique, mais l'énergie de l'entrepreneuriat, de base, elle est masculine. C'est une énergie qui est masculine, qui est une énergie d'action. Donc, en tant que femme, qui avons de base une énergie un peu plus yin, quand bien même on peut être des femmes yang, on est plus dans une énergie de doute, de réflexion ou de recul, etc. Et donc, forcément, je trouve que oui, ça peut être davantage plus challengeant de débarquer dans ce monde-là et de se dire, moi, je vais prendre ma place, je vais oser. Je pense que c'est peut-être moins naturel. Après, peut-être que je me trompe, mais effectivement, je pense que c'est peut-être plus challengeant de rentrer dans cette énergie-là. Et en plus, en étant vraiment, comme je disais tout à l'heure... drivé par des hommes, alors même si ça tend à changer, mais de base, l'entrepreneuriat, on voit l'entrepreneur comme un homme, quoi. Entrepreneur, c'est aussi un nom qu'on peut dire en anglais, mais je veux dire, de base, un entrepreneur. Tu vois, on dit plus un entrepreneur. C'est vrai. Maintenant, on l'a féminisé, j'ai envie de dire. Mais je suis plutôt d'accord avec ça. On peut être conditionné, en fait, dès le plus jeune âge à finalement ne pas oser prendre sa place parce que peut-être que c'est pas que c'est pas autorisé, mais en tout cas c'est banalisé comme ça, donc ça peut être challengeant par la suite. Tu vois, quand on est en train de discuter, ça me fait réfléchir à pas mal de choses que j'entends d'entrepreneurs ou de personnes qui se dépassent beaucoup, leurs limites, enfin les limites qui se sont un petit peu imposées à eux-mêmes. C'est le sentiment d'avoir justement, ce que tu disais tout à l'heure, avoir à prouver des choses. Est-ce que tu penses que justement les personnes qui réussissent ou qui vont se dépasser dans leur travail, dans leur profession, c'est des personnes qui en général ont des choses à prouver, qui se sentent peut-être pas assez bien à un certain niveau? Sincèrement, je vais pas mettre tout le monde d'accord, mais je pense que oui. Moi aussi, je pense que oui. Moi, c'est ce que je pense, en fait. Je pense que oui. Et d'ailleurs, j'ai un entrepreneur en commun, Steven. J'adore Steven. Qui est un très bon exemple pour ça, pour le connaître un petit peu dans la vie. Qui est un très bon exemple pour ça. Steven n'est jamais satisfait de lui-même, alors qu'il fait des choses, en tout cas pour moi, incroyables. Et c'est pour ça que je réponds oui. Alors, je dis pas que tout le monde se calque à Steven ou quoi que ce soit, mais je pense que ça reste humain aussi, en fait, finalement, tu vois, de se dire qu'on n'est peut-être pas jamais assez satisfait et qu'on veut toujours se pousser. Puis en tant qu'entrepreneur, je pense que c'est une énergie. C'est pour ça que j'ai envie de dire, tout le monde peut être entrepreneur, mais tout le monde ne réussira pas en tant qu'entrepreneur parce qu'il y a un état d'esprit quand même à avoir. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, on a aussi envie, on n'a pas tous la même mission, mais on a envie d'aller plus loin à chaque fois, de se dépasser. Quand un objectif est atteint, on a envie d'aller encore plus loin, de le pousser et d'aller faire encore autre chose. Et c'est un peu l'éternelle insatisfaction, tu vois, mais moi, moi aussi, je dirais que oui, parce que c'est... je crois que c'était... Je sais pas si tu connais Alex Hormozy. Ça me dit quelque chose. Super intéressant. C'est un couple aussi. Lui, il s'occupe, je crois, plus du côté business, sa femme plus de la vente, etc. Mais il parlait de quels sont les 3 piliers ou les 3 critères qui font qu'un entrepreneur va
va réussir ou va aller loin, il disait que c'était la capacité à contrôler ses impulsions. Le fait, alors tu vas voir, c'est assez intéressant, il y a un paradoxe là-dedans, le fait de se sentir jamais assez bien, donc avoir cette insécurité intérieure sur laquelle je me reconnais complètement de je suis jamais assez bien, et en même temps, très paradoxalement, d'avoir une assurance assez presque incompréhensible en nos capacités. Donc je sens que je suis pas assez bien, mais je sais que je suis capable d'accomplir des choses qui peuvent paraître impossibles. Tu vois, Ouais. Et je trouve ça super intéressant, tu vois. C'est un peu, je dirais, le mental vs l'intuition, en fait. Exactement, moi, je te dirais que c'est ça. Ouais. C'est plus ton mental qui te dit je suis insécure. Ouais. Mais ton intuition, enfin en tout cas ton corps, ton intelligence, c'est ça, ton centre en fait. Moi, comme j'aime bien dire, ta profonde raison d'être, elle sait en fait. Exactement. Elle sait exactement où est-ce qu'elle doit aller. Mais ton mental, voilà, ton petit ego, il va s'amuser avec toi un peu tout au long de ta vie. Quoi. Exactement, c'est ça. C'est hyper intéressant. Je le vois vraiment comme ça. Mais ouais, moi aussi, quand je me suis dit, mais c'est vraiment ça en fait, c'est cette danse un peu entre tout ça. Ouais, c'est ça. Cette dualité. Bah finalement, je pense que cette dualité-là, on va la retrouver un peu tout au long de notre vie. Hein. Quand on dit fais taire ton mental, alors le mental, il faut pas le voir comme un ennemi, mais c'est vrai que la plupart du temps, il peut nous souffler des choses qui sont pas tout à fait vraies. Ouais, alors qu'au fond de nous-mêmes, il y a ce petit truc de se dire, bah, c'est un petit peu comme je disais en début de ce podcast, en Australie, je savais en fait que j'allais pas finir comme ça, entre guillemets. Mais mon mental me guidait et quelque part, c'était aussi ce que j'avais besoin à l'époque, tu vois. Non, mais pour le moment, contente-toi de ça parce que de toute façon, tu parles pas anglais. Enfin, en fait, tu vois, il essayait de me convaincre, ce mental. Tu vois que dans tous les cas, à ce moment-là, je ne pouvais pas faire mieux. Ouais. Alors que j'aurais peut-être pu, hein, mais finalement, après, mon chemin de vie, on a décidé autrement. Mais alors qu'au fond de toi, tu sais que c'est plus fort, tu vois. Et ça, c'est difficile à faire comprendre pour les gens aussi. C'est quand tu dis ça aux autres. En tout cas, moi, c'est ce que je disais. Je disais, mais je sais qu'un jour, je vais faire ça. On me disait, ouais, bon... C'est fou. Tu rêves, quoi. C'est fou, mais toi. Tu vois, comment tu vois, moi, je trouve ça intéressant. Déjà, il y a un point que je trouve intéressant, c'est que tu parles du mental. Et je trouve que beaucoup de gens gagneraient à comprendre que finalement, le mental, c'est pas nous. On n'est pas notre mental. Notre mental nous parle, nous dit des choses, commente un peu sur ce qu'on fait, mais on n'est pas notre mental. Et quand on distingue notre mental et ce qu'on est nous-mêmes fondamentalement, bah, on arrive justement à mieux le gérer. Et justement, comment t'as fait dans ces moments où tu vois, tu partages tes rêves, tu partages ton ambition, la vision que t'as pour ta vie, et les gens sont là, commencent à douter ou à te projeter leur peur. Comment tu fais pour pas les écouter Parce que ça, je trouve que c'est pas facile à... Ouais, effectivement, c'est très difficile. Bah, c'est comme je te disais tout à l'heure, déjà le fait d'avoir été loin géographiquement m'a beaucoup aidée. Alors bien sûr, toutes les personnes qui écoutent ce podcast, n'allez pas vous isoler sur une île pour réussir. Vous n'avez pas besoin de ça. Mais en tout cas, moi, je sais que ça m'a quand même beaucoup aidée. Et au-delà de l'isolement géographique, si on peut pas forcément partir à l'étranger ou si c'est pas forcément dans nos projets, juste j'ai envie de dire c'est un peu facile à dire et j'aurais pas vraiment de recette miracle, mais de se mettre dans sa bulle. C'est-à-dire que déjà, aller travailler son estime et sa confiance en soi, ça va forcément beaucoup aider. Quand bien même, je pense que l'estime de soi et la confiance en soi, la jauge, à mon sens en tout cas, ne sera jamais remplie à 100%. Même quand on aura 80 ans, il y aura toujours des petits trucs sur lesquels on se permettra de douter. Et moi, je trouve ça beau aussi, parce que c'est ce qui nous rend humains. Mais déjà, d'aller reprendre un peu confiance en nos capacités, parce qu'en général... Si on se bride, moi ce qui était mon cas, et si on écoute trop les autres, qu'on remet trop notre pouvoir dans les mains des autres, c'est justement parce qu'on ne sait pas le reconnaître en nous-mêmes, en fait. Donc forcément, les autres vont pas nous reconnaître, comme je disais tout à l'heure. Et moi, c'était complètement le cas. Je me dénigrais tellement, mais en tout, en fait, c'est finalement depuis l'école, hein, c'est ça. Je me dénigrais tellement que les autres, je leur donnais du pain finalement. C'était trop facile, je les nourrissais en fait de par juste énergétiquement ce que je pouvais comment je peux dire ça, projeter. Ouais, c'est ça, ce que je pouvais projeter. Donc en fait il a fallu que je me mette vraiment dans ma bulle. Et moi d'ailleurs ça a commencé avec mes amis, qui sont plus vraiment mes amis à l'heure actuelle, mais justement à l'école, tu vois. Quand j'étais en BTS notamment, j'avais deux copines et c'était comme une espèce de concurrence, tu vois. C'est vrai? Ouais. Tu sentais qu'elles étaient... en fait, si tu veux, moi, j'ai jamais vraiment voulu ça, mais je pense que ça a été vraiment instauré entre nous trois, c'est-à-dire qu'il y en avait une qui était bien au-dessus, qui était à 15-16 de moyenne, et après, ça se jouait entre moi et l'autre, où on oscillait entre 12 et 13, tu vois.
Et à chaque fois, t'as eu combien, etc. Quand on a tout eu nos diplômes, forcément, on a pris des chemins qui étaient différents. Et c'est là que, moi, quand j'ai eu mon BTS à 19 ans, je me suis beaucoup cherchée. Comme je t'ai dit, je fais de la restauration. Je suis partie quelques années après en Australie. Mais le fait d'avoir fait de la restauration, je m'auto-dénigrais et elle me dénigrait aussi. C'est vrai ? Ouais, beaucoup. Elle te dénigrait, mais ça c'est dingue. Ouais, en fait, parce que c'était trop simple, étant donné qu'il y en a une qui commençait à réussir, alors qui avait continué ses études en école de commerce, ensuite qui est partie à Londres, et puis l'autre, non, pas spécialement, l'autre était restée, elle était surveillante dans un lycée, etc., mais elle estimait que son travail, en fait, il y avait vraiment ce niveau de supériorité, que son travail valait mieux que le mien, parce que je travaillais dans la restauration, j'étais dans le bar, c'est dingue, j'étais jeune, je buvais, je faisais la fête, etc., franchement, j'ai jamais eu honte de le raconter, mais c'est ce qui a fait mon parcours aussi, et en fait, elle faisait un peu passer ça sur l'autodérision, tu vois. Elle me dit, non mais toi, dans tous les cas, tu vas finir là-dedans, quoi. Genre... Elle te parlait comme ça, mais ça me rend... Mais c'était de l'humour, tu vois, pour elle. Ouais, mais c'est toujours de cet humour un peu... Complètement, avec du recul, plus jamais je laisserai passer ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque... Tu sais, vu que c'est des filles que je connaissais depuis longtemps, etc. Puis je m'accrochais, je pense aussi à ça, à me dire, oh mais non, quand même, on se connaît depuis longtemps, on a toujours eu cet humour-là entre nous. J'ai banalisé. C'est pas méchant et tout. Exactement, c'est pas méchant. Mais alors qu'en fait, si, bien sûr, je veux dire, il n'y a rien de bienveillant là-dedans, ça ne t'encourage pas du tout en plus. Et moi, ça me confortait. Mais c'est parfait, c'est ce que j'avais besoin de vivre, mais ça me confortait à l'idée que dans tous les cas, j'étais inférieure, tu vois. Et quand j'ai commencé justement, alors l'Australie, etc., pareil, après j'ai fait des ménages, j'ai continué dans la restauration, donc ça a bien conforté leurs idées à elles. Dans tous les cas, leur insécurité aussi, parce que... Aussi, certainement, que dans tous les cas, j'allais finir là-dedans, comme elle disait. Et c'est à Montréal où vraiment, j'ai commencé à me réveiller. Et c'est aussi à ce moment-là, puisque c'était il y a 4-5 ans, que j'ai commencé aussi à développer un peu plus mes réseaux, que là... là, t'as vu des... Ouais, ça n'a pas été accepté du tout. C'est dingue. Tout de suite, c'était « Oh, mais tu vas être influenceuse » alors que ça n'a jamais été... Enfin, tu vois, où on place l'influence, finalement. Et parce que je partageais beaucoup de choses de dev perso à l'époque et de voyage, vu que c'était un peu tout ce qui drivait ma vie à ce moment-là. En fait, ce qui te passionnait aussi. Exactement. Et j'avais vraiment envie d'entreprendre. Et quand je leur... disais un peu ce que je voulais faire, justement ça a été dans les premières personnes proches de moi à me dire non mais Solène, tu vas pas faire ça, pas toi. C'est dingue. Et après je me disais moi je le prenais un peu à la rigolade, je me disais ouais non c'est vrai peut-être pas moi, tu vois, mais ça c'est mais vraiment ça, tu vois, je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que je sais vraiment qu'il y a tellement de personnes qui nous écoutent et qui ont des amis hommes ou femmes, peu importe, mais qui... tu vois, les commentaires comme ça, les petites blagues, très souvent, ça passe. En fait, on se dit, mais non, mais c'est juste de l'humour. Elle me charrie. Non, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et tout. Et en fait, aujourd'hui, avec du recul, est-ce que tu dirais que c'est un peu des red flags ou des signes de... Franchement, oui, complètement. Pour moi, en fait, sur le long terme, c'est hyper destructeur. Mais vraiment, après, encore une fois, moi, ma part de responsabilité là-dedans, c'est que du coup... Vu que je m'estimais pas, que je me reconnaissais pas et qu'en plus je leur donnais raison, elles se nourrissaient de ça. Donc ce qui fait que c'est des relations que j'ai coupées il y a pas si longtemps que ça finalement, mais qui ont duré des années. Et même quand j'étais entrepreneur, en fait justement, ça a duré jusqu'à ce que vraiment je commence à, entre guillemets, à vraiment bien entreprendre, à avoir un projet en place. Quand je suis rentrée du Canada fin 2019, début d'année 2020, c'est là où vraiment j'ai coupé parce que à ce moment-là, moi j'étais bien dans ma position, je commençais à bien gagner, j'étais contente. Franchement, là, je ressentais un gros niveau de fierté parce que je me disais, waouh, j'ai fait ce que je ne pensais même pas faire. Ouais. Tu t'es dépassée. Et complètement. Et en fait, j'ai pas du tout été reconnue comme ça à leurs yeux. Et c'est là que j'ai commencé à voir que finalement... il y avait un gap entre... Complètement. Ah ouais. Quand je suis rentrée en France, j'ai fait une mini-dépression d'ailleurs, parce que justement, j'ai perdu beaucoup de monde comme ça, un peu bêtement. Et en fait, elle ne s'intéressait pas du tout. Mais pas du tout. Putain, c'est dingue. Et c'était pas dans le sens « Oh, personne s'intéresse à moi, etc. » Parce que j'ai aussi remis ça en question. Est-ce que je me suis dit, est-ce que je manque de reconnaissance ? Et en fait, c'était pas tant ça, parce que je pense que dans l'amitié, c'est aussi important de savoir s'intéresser à l'autre de façon Totalement. saine. Et moi, j'avais eu la sensation, en tout cas, après peut-être que je suis pas objective, mais de vraiment m'intéresser à elle, de me dire, alors les filles, vous en êtes, surtout que je suis partie 2 ans au Canada, ça faisait des années qu'on entretenait notre relation, donc vous en êtes où dans votre vie, qu'est-ce qui se passe, juste des questions, j'ai envie de dire un peu bateau, qu'on pourrait se poser entre amis, quoi. Bien sûr. Et toi à Londres, alors, quelle opportunité t'as décroché, etc. Et de finalement ne jamais avoir la question en retour, jamais. En vraiment, en observant,
Et c'est des gens autour de moi qui m'ont dit, mais est-ce qu'elles t'ont déjà demandé vraiment ce que tu faisais? Et en fait, elles ne savaient même pas ce que je faisais. Alors, il y en avait carrément une des deux qui m'avait... Bon, ça, après, ça reste Instagram, et qui m'avait une follow d'Insta. Ah ouais. Ouais. Tu vois, c'est que tu venais peut-être appuyer sur des insécurités. Peut-être, je sais pas. Alors, je me suis pas trop accrochée à ça parce que je me suis dit, bon, après tout, c'est pas grave, ça me dérange pas trop, on peut être amis dans la vie et pas forcément se suivre. Mais à la fois, elle n'avait pas forcément eu d'explication à ça, tu vois. Je veux dire, c'est pas comme si... Alors, je dis pas que tout le monde doit justifier de tout, mais c'était flou quand même. Il faut communiquer quand même, parce que moi, je trouve qu'on a tendance à se dire, bon, c'est les réseaux, c'est pas la vraie vie, mais quand même, nos réseaux, ça a quand même... Là, je pense que ça a projeté beaucoup de choses quand même. Oui, ouais. oui, en fait, surtout que... Bah oui, en fait, ouais, comme je te disais, il n'y a pas eu vraiment de... C'est resté très flou. Et c'est moi un jour qui lui ai dit, bah tu me suis plus et tout. Ah non, ça m'intéresse pas. En gros, je me suis contentée de cette réponse. Je me suis dit, bon, ok, bah pourquoi pas, hein, c'est pas grave, après si ça t'intéresse pas. Mais du coup, c'est là où je me suis rendu compte que ça l'intéresse pas sur les réseaux, mais ça l'intéresse pas dans la vie non plus. Et c'est ça la différence. Ça aurait pu ne pas l'intéresser sur les réseaux. Et, tu vois, le fait que je partage des choses, que ce soit spiritualité, des perso entrepreneuriales, c'est pas son dada, je peux comprendre honnêtement, tu vois. Mais par contre, on est amis dans la vie. Donc, bah oui, tu vois, je pense qu'il y a un minimum d'intéressement, tu vois, d'intérêt en fait pour la personne. Enfin, même si moi, par exemple, elle était à fond dans le basket. Moi, le basket, c'est pas forcément mon truc. Mais c'est sa passion, c'est mon ami. Donc, je vais lui poser des questions. Bah voilà, oui, tu vois. C'est ça, en fait. Et c'est là que j'ai remis en question et que je me suis dit, ok, il n'y a rien de sain là-dedans. Je m'étais jamais posé ces questions-là avant. J'avais toujours tout laissé passer et toujours mis sur le ton de l'humour. Et en fait, non. Puis je pense que les autres m'ont aussi beaucoup ouvert les yeux. Ils m'ont dit, mais Solène, ce ne sont pas des amis, en fait. Tu n'as pas compris. Ouais. Mais tu vois, c'est fou parce que je trouve que, bah, tu vois, ça a commencé quand vous étiez, je crois, en BTS et que du coup, vous compariez un peu les notes. Ouais, complètement. Et ça, à qui réussira le mieux, qui réussira le mieux, c'est souvent ces comparaisons un peu qui sont liées aux chiffres qui nous conditionnent un peu à nous comparer. Qui nous définissent, soi-disant. Qui nous définissent, que ce soit les notes, combien on gagne, notre poids. Enfin, j'ai l'impression que tout ce qui est lié aux chiffres, à ce qu'on peut quantifier, tu vois, ça vient tout de suite appuyer sur nos blessures, notre ego, qui est le meilleur, qui est le... et je trouve que c'est vraiment quelque chose auquel il faut vraiment faire attention parce que ça peut détruire, ça peut nous détruire personnellement. Et dans une amitié ou dans n'importe quelle relation, il faut vraiment faire attention à ne pas se sentir en compétition avec quelqu'un. Et s'éloigner. J'ai une petite question sur... je trouve que t'as l'air de vraiment réussir à exprimer tes limites de façon très saine. T'en parles sur tes réseaux, en story et tout. Moi, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à faire aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur ça. Et je sais que je suis pas la seule. Ceux et celles qui nous écoutent travaillent aussi sur leurs limites. Comment est-ce que tu fais pour... par exemple, là, t'es enceinte. Je sais que t'avais parlé aussi sur tes réseaux du fait que... Il y a des gens qui ne respectent pas tes limites physiques aussi, que ce soit les limites physiques ou émotionnelles, ou tu vois, comment tu fais pour mettre des limites sainement avec les gens? C'est une excellente question. Alors ça, c'est pareil, je pense que tout au long de notre vie, en tout cas, c'est la façon dont je vois les choses, on sera amené à les poser et les reposer sans cesse. Je pense que rien n'est acquis, dans le sens où... moi, je me suis fait un peu trahir par mon ego, où quand j'ai commencé à vraiment travailler dessus, poser ses limites en 2020-2021, je me suis dit que c'était acquis. Et tu vois, je pensais vraiment que c'était... je me suis dit, non, mais moi, ça y est. Et même, d'ailleurs, même Chris, il me le disait, non, mais Soso, elle sait très bien poser ses limites, etc. Et dans ses débuts de grossesse, justement, c'est venu me réveiller beaucoup, beaucoup de choses. Alors après, je sais que la grossesse fait remonter aussi beaucoup de choses. Mais je me suis justement retrouvée confrontée à ne plus savoir comment les poser. Mais vraiment, comme si je repartais depuis le début, que je repartais de zéro. Et du coup, ça a été aussi très compliqué de me revoir dans cette posture-là. Tu vois, de me dire, mais attends, mais ça fait 4-5 ans que je travaille sur moi et là, je suis vraiment en train de repartir à zéro. C'est vraiment ça qui se passe. Donc, très difficile, hein, l'ego en prend un coup. Je trouve ça bien de le dire parce que je trouve ça bien, c'est déculpabilisant de le dire aussi, que tu peux travailler sur toi pendant des années et c'est ok de... C'est ça. En fait, justement, je pense que on devrait peut-être tous le savoir parce que, en tout cas, moi, c'est vraiment la conclusion que je pourrais tirer de ça, c'est qu'on devrait tous le savoir parce qu'au moment où on y est confronté, ça serait peut-être moins déstabilisant parce que moi, du coup, j'ai été hyper déstabilisée. Ouais, mais tout début de grossesse et bon, même encore un petit peu dernièrement, mais ça va mieux. Parce que je me suis dit, mais j'arrive pas à me voir comme ça dans cette posture, c'est pas possible, c'est pas moi. J'ai pas fait tout ce travail-là pour rien. Alors qu'en fait, non, le travail n'est jamais fait pour rien. Jamais. Le travail, il sert toujours, entre guillemets, à quelque chose. Encore, je dis travail comme si c'était un truc... J'aime pas trop ce mot, travail, mais... c'est ce qu'on utilise beaucoup, mais c'est vrai que...
Oui, il faudrait peut-être dire... En tout cas, tout ce cheminement, on va dire, n'a pas été fait pour rien. Et je pense que, comme je disais tout à l'heure aussi, ma parole a été pas mal libérée aussi. Et j'ai dû, parce que je me sentais vraiment étouffée bien plus que d'habitude. Mais dans beaucoup de situations avec des amis, donc là en l'occurrence j'en ai parlé sur les réseaux sociaux, c'est les personnes qui venaient toucher mon ventre, ce genre de choses, donc ça a été aussi des limites physiques, mais même encore là dernièrement, tu vois, j'ai dû aussi poser mes limites même avec des clients, tu vois, de leur dire, écoutez, moi je vais bientôt partir en congé maternité, donc je ne ferai pas de coaching de telle date à telle date, enfin, et ça c'est challengeant pour moi, parce que voilà, quand on est entrepreneur, on a aussi comme ce besoin de satisfaire tout le monde, d'être comme redevable aussi à tout le monde, tu vois. Et moi, c'était la sensation que j'avais. Je me disais, mais je leur suis redevable, alors que non, finalement, tu vois. C'est juste poser ces limites qui sont saines et tu leur expliques, en fait, ton besoin. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment profondément s'écouter et de savoir déjà quel est mon besoin. Et moi, c'est un peu la question que je me suis posée là, tous ces derniers mois par rapport à différentes choses, que ce soit physique ou pas. Quel était mon besoin ? Là, j'ai pas besoin, en fait. J'ai pas envie qu'on me touche. Je me sens envahie. Et moi, l'envahissement, je le vis très, très mal. Ouais, je comprends. Donc, pas le choix, en fait, de les exprimer. C'est pas toujours bien reçu, mais quand même, d'une façon générale, les gens comprennent. Mais effectivement, il y aura toujours des personnes qui comprendront pas. Mais le but, c'est pas de faire l'unanimité. C'est simplement d'exprimer ses besoins tout en étant dans le respect de l'autre. Parce que entre guillemets, c'est pas de tout envoyer chier, tu vois. C'est ça, bien sûr. De dire non, je veux pas ça, toi t'es ci, toi t'es ça. Non, juste moi dans mon besoin, j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça, et juste je vous demande de le respecter. De le respecter, ouais, je suis d'accord. Tu vois, le ventre, il y a une personne qui n'a pas compris, tu vois. C'est fou, mais quand même. Qui m'a dit que c'était égoïste. Ah ouais, putain, c'est dingue, c'est dingue. Ça m'a fait rire, quoi. Qui m'a dit, mais c'est égoïste. Bon, d'accord, alors vous venez tous toucher mon ventre. Non, mais enfin, c'est dingue de se dire que certaines personnes pensent comme ça. Ouais, ça, c'est un miroir, encore une fois. Après, franchement, je l'ai même pas mal pris, dans le sens où je me dis, c'est triste pour elle, parce que si elle pense ça, c'est que du coup, il y a une part d'elle qui ne s'autorise pas à poser elle-même ses limites et qu'elle juge d'égoïste, tu vois. Et c'est génial, parce que tu arrives à ne pas prendre les choses personnellement, parce que tu vois que tout est un miroir, en fait. Ouais, moi en tout cas, je pars toujours maintenant, je pars toujours de ce principe. Avant, peut-être moins, mais maintenant... Ouais, je pense qu'on gagnerait beaucoup à voir les choses comme ça. Je déculpabilise, on va dire. Ouais. Alors, j'ai 2 dernières questions pour terminer le podcast. La première, c'est quel est l'impact que tu aimerais avoir sur le monde, sur les autres ? C'est une excellente question, encore une fois. Écoute, moi j'en parlais encore dernièrement d'ailleurs avec Chris, c'est des questions que je me pose encore et que je pense que je me poserai toute ma vie, dans le sens où alors j'aime pas parler de mission de vie, je pense qu'on n'a pas réellement de mission de vie, mais ça va évoluer avec moi, mais en tout cas... En ce moment peut-être ? En ce moment, ça serait, j'ai envie de dire, de me faire entendre pour des messages qui sont forts. Alors là, en ce moment même, forcément, c'est la grossesse et je suis plus dans la femme, tu vois. Comme on parlait un petit peu dans ce podcast, la femme entrepreneur, etc. Ça serait plus là-dedans, de se dire que c'est possible de s'autoriser, en fait, à prendre sa place, de s'autoriser le yang, le yin, de mélanger toutes ces énergies ensemble. Ça serait plus ça, la façon dont je voudrais impacter, de se dire que c'est possible. Puis bon, voilà, en plus, je suis enceinte, donc c'est possible aussi d'avoir un enfant et de continuer aussi son activité. Vraiment j'ai envie de dire, d'inspirer avec ce que je vais pouvoir créer, tout en forcément, il y aura des moments qui seront difficiles, mais je vais pas les cacher non plus, tu vois. Totalement. Je sais que, voilà, je vais pas anticiper un postpartum compliqué, mais je sais que ça peut être aussi compliqué. C'est pas des choses que je vais vouloir cacher, au contraire. Je pense que je vais vraiment de plus en plus me libérer, et la grossesse m'aura aidé à ça, justement, à libérer ta parole sur des choses. À dire ce qui existe, et pas forcément montrer toujours une image complètement parfaite de waouh, elle a une vie de ouf. Alors oui, mais dans quel sens, tu vois, peut-être. Je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. Ouais. Mais ça serait plus d'impacter j'ai envie de dire, de revenir dans le vrai, quoi. C'est ça. Avec et une on en a besoin. Authenticité, quoi. Franchement, je suis totalement alignée. Je trouve que c'est vraiment nécessaire. La dernière petite question que j'ai pour toi, c'est si tu avais la petite Solène devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais ? Qu'est-ce que tu dirais à la version de toi enfant ? Si j'avais mini Soso devant moi, je lui dirais de continuer. Je lui dirais forcément de pas trop écouter les autres, de se faire confiance, vraiment. Je pense que
je pense que je me suis pas du tout fait confiance, comme je te le disais. Ouais. J'ai trop remis à l'extérieur. Donc, je lui dirais, fais-toi confiance. Dans tous les cas, ça va aller. Tu vas passer par des épreuves qui vont être compliquées, comme tout le monde. Mais écoute-toi profondément parce que tu sais. Et quand tu penses que tu ne sais pas, au contraire, ça va venir te le confirmer plus tard, en fait. Tout à fait. Ouais. C'est un beau message, très beau message. J'ai adoré le podcast avec toi, vraiment. Merci beaucoup d'être venue, c'était génial. J'aurais pu parler avec toi pendant des heures. Hein. Vraiment.